Quand j'ai entendu ma grand-mère dire au téléphone, d'une voix tremblante mais déterminée, « Il y a un homme qui essaie de s'introduire dans cette maison », quelque chose dans l'air s'est cassé. Ce n'était pas seulement la phrase, c'était le ton, la certitude avec laquelle elle la prononçait, comme si elle pouvait ordonner au monde de se plier à sa version de la réalité. J'étais sur le pas de la porte, une clé encore chaude dans ma main, et j'ai senti le sol sous mes pieds devenir étranger. La voix qui répondait à l'autre bout du fil était calme, professionnelle. Les questions se succédaient, courtes, les syllabes écrites à l'économie. Quelques minutes plus tard, la sirène a percé le paysage du quartier, coupant le murmure de pluie sur la façade. J'ai vu mon père, Daniel, sur le seuil, les yeux grands et rouges comme si le sommeil l'avait abandonné plus tôt que prévu. Ma mère, Rachel, était derrière lui, le visage fermé, immobile, comme si elle retenait des mots. Ma grand-mère, Patricia, tenait encore le combiné, le doigt appuyé sur le socle, comme si lâcher la prise reviendrait à perdre quelque chose d'irrémédiable. La première image qui reste, au-delà des visages, c'est la poignée de porte. Une main qui la serre, une autre qui la lâche. La seconde, c'est le babyphone qui, posé sur la table basse, amplifiait le souffle de notre petite Emma, inconsciente de l'onde de choc qui traversait la maison. J'entendais sa respiration, calme, régulière, et à ce son même, j'ai compris l'enjeu. Il n'était pas seulement question d'un titre de propriété, d'un acte ou d'une formalité bancaire. Il était question de protection, de foyer, de qui avait le droit de dire « ici, c'est chez nous ». Avant d'aller plus loin, si cette histoire vous parle, abonnez-vous et dites d'où vous regardez. Restez avec moi, ce que je vais raconter change de tonalité après la première phrase. Ce mardi après-midi ressemblait, en surface, à n'importe quel autre. La pluie appuyait sur les carreaux, la lumière fléchissait. Mon père, Daniel, avait acheté cette maison avant notre mariage. Il avait signé l'acte bien avant que ma mère n'y pose les peintures, avant que ma sœur Emma ne laisse ses petites voitures dans l'entrée. L'acte datait d'une année où rien n'était encore décidé, portait son nom en seule et unique signature. C'était pour lui une promesse, une responsabilité, et surtout une preuve. Il le disait parfois en riant, parfois avec la voix lourde de celui qui a travaillé pour quelque chose. C'est ma maison, je l'ai achetée. Rachel, ma mère, venait d'une famille où l'argent et l'approbation étaient liés à des comptes, à des noms, à une position sociale. Sa mère, Patricia, avait toujours eu cette manière de parler qui pesait plus qu'elle ne cherchait à convaincre, des phrases qui installaient des vérités comme des ordres. Mais au fond, ma mère n'était pas mauvaise. Elle avait un mélange de peur et de désir d'être vue qui, au fil des années, s'est mué en omission. Des omissions qui, petit à petit, ont gonflé jusqu'à devenir des mensonges, des demi-vérités, des silences, des gestes non corrigés. Ce mardi, tout a éclaté. Les policiers sont entrés, des hommes en veste sombre, des carnets au poing, scrutant la maison comme on scrute un champ de bataille à la recherche de traces. Ils posaient des questions, prenaient des notes, demandaient des pièces d'identité. Le mot « plainte » revenait, comme une lame, dans la bouche de tous ceux qui étaient présents. Mon père a parlé calmement, a ouvert un tiroir, a montré l'acte de propriété à la date précise. La date, la signature, le sceau de la municipalité, tout était là, indiscutable sur le papier. Mais ces pages n'éteignaient pas l'incendie, elles le rendaient visible. C'est alors que le téléphone a sonné à nouveau, ce petit appel qui a tout changé. La voix de la banque, Claire, disait « Monsieur Daniel, nous avons reçu une demande d'ajout de signataire sur l'acte de votre propriété. Nous devons confirmer que vous autorisez cette modification. » Ma mère a pâli. Ma grand-mère a cessé de respirer comme si quelqu'un venait de lui retirer la possibilité de parler. La banque a précisé, la demande avait été initiée à leur guichet en ligne, accompagnée d'une copie de pièce d'identité et d'un formulaire signé. Ils n'ont pas procédé à la modification parce qu'ils voulaient la confirmation écrite du titulaire. Mais ce geste, la tentative d'inscrire un autre nom sans en informer le propriétaire, a frappé ma famille comme une trahison. J'entends encore mon frère Marcus, toujours pratique, toujours terre à terre, qui, dès l'après-midi, a dit « documentez tout ». Photographier les reçus, sauvegarder les courriels, ne toucher à rien de l'acte. Il avait raison. La première leçon de cette crise a été administrative. Preuve ou pas de preuve, sans trace, rien n'existe. Mais la deuxième leçon, plus difficile, a été morale. Les petits mensonges peuvent s'accumuler jusqu'à menacer le toit au-dessus des têtes. Les policiers ont posé la question qui brûlait sur toutes les lèvres. Est-ce une fausse déclaration ? Ma grand-mère a maintenu que mon père était un étranger, que quelqu'un avait forcé l'entrée. Rachel est restée silencieuse. J'ai vu ses doigts trembler contre la tasse de café. Elle a baissé les yeux quand la question est revenue, plus pressante. La vérité, qui attendait dans un coin, s'est mise à ressembler à une bête prise au piège. Elle voulait sortir, mais personne ne voulait être celui qui l'ouvrirait réellement.
Le lendemain, la banque a confirmé par écrit. Une tentative non autorisée d'ajouter un nom avait bien été enregistrée par leur service. Ils avaient gelé toute modification à l'attendant la confirmation écrite du titulaire. Ils expliquaient, poliment, que le refus d'une modification pouvait parfois entraîner un blocage administratif, mais que leur rôle n'était que de vérifier l'authenticité des demandes. Ce sont des mots froids, mais ils ont servi de preuve. Face à eux, la main qui avait essayé de dessiner un nouvel équilibre sur le papier s'est révélée. Ma mère. Je ne veux pas simplifier ni transformer ma mère en une caricature de mauvaise foi. Beaucoup de ce qu'elle a fait venait d'un mélange d'ignorance, de peur de perdre l'approbation de sa mère et d'une ancienne habitude à laquelle elle n'avait jamais appris à dire non. Mais il y avait un point sur lequel il fallait être ferme. Tenter d'ajouter son nom au titre sans avertir le propriétaire, sans expliquer pourquoi, est une forme de violence. Les professionnels qui ont ensuite évalué la situation n'ont pas hésité à utiliser le mot « violence financière ». C'était Dr Sarah Martinez, conseillère conjugale, qui, avec une voix mesurée, a posé le diagnostic après la première séance. Elle a expliqué ce que cela signifiait, non pas comme une accusation lancée sans nuance, mais comme une lecture des faits. Privation d'autonomie, tentative de contrôle par le moyen le plus concret qui soit, l'argent et la propriété. Après les premiers jours de choc, des choses plus prosaïques sont arrivées. Des réunions avec la police, des appels à des avocats pour comprendre les implications juridiques et, je tiens à le dire clairement, toute démarche concrète doit se faire avec un professionnel qualifié. Nous n'avons pas cherché de solution générique en ligne. Des conversations avec la banque pour s'assurer qu'aucune modification n'était possible tant que le titulaire n'en donnait pas l'accord. Marcus a insisté sur une chose, ne laissez pas l'émotion brûler les preuves. Alors nous avons photographié, scanné, classé. Puis est venue la confrontation. Ce soir-là, la cuisine semblait trop petite pour contenir les mots. Les mots traîtrise, protection, peur, honte circulaient sans arrêter. Rachel a fini par admettre ce qu'elle avait omis, puis ce qu'elle avait essayé. Au début, elle n'osait pas demander à sa mère de ne pas intervenir. Puis, prise entre deux peurs, perdre la maison et perdre l'approbation, elle a fait un choix que je ne peux pas justifier, seulement expliquer. Elle a rempli le formulaire en ligne, elle a signé un document en pensant qu'elle protégeait la famille, peut-être croyant que l'ajout de son nom renforcerait notre sécurité matérielle. Elle m'a dit plus tard, entre des sanglots étouffés, « J'ai cru que si je pouvais figer mon existence sur un papier, j'aurais enfin une place qui ne dépendrait pas des regards. » Le soir où elle a quitté la maison pour aller chez sa mère, un départ temporaire mais qui a résonné comme une fuite, j'ai vu mon père s'effondrer sur la table de la cuisine. Il a mis sa tête entre ses mains, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas essayé de gérer la situation seul. Ce qui était blessant n'était pas seulement l'acte en lui-même, mais la longue clandestinité. 3 ans d'omission, de petits arrangements, d'hypothèses non corrigées. Une maison ne se défend pas seulement par ses serrures, elle se défend par la confiance qui unit ceux qui la partagent. Pendant les semaines qui ont suivi, nous avons essayé de réparer, sans employer ce mot comme on jette un pansement sur une plaie ouverte. Rachel a écrit une liste. Elle a pris un carnet et, avec une lucidité faite de larmes et de volonté, elle a noté chaque mensonge, chaque omission, chaque petit geste qui, accumulé, s'est transformé en un schéma. Cette liste est devenue sa première preuve d'aveu, la première chose qui me dit qu'elle comprenait la gravité de ce qu'elle avait fait. La thérapie est entrée dans nos vies non pas comme une solution magique, mais comme un outil. Dr Sarah Martinez nous a aidés à nommer les pratiques, gaslighting financier, contrôle émotionnel, pression parentale. Elle a proposé des devoirs réels, pas des phrases vides, mais des actes concrets. Transparence totale sur les comptes pendant un temps déterminé, réunions hebdomadaires pour vérifier toutes les dépenses importantes, et surtout, des limites fermes avec Patricia. Les limites ne sont pas des murs pour se protéger de la douleur, a-t-elle dit dans une séance que je n'oublierai jamais. Elles sont des balises qui montrent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Ces devoirs, ces règles ont été douloureux à établir. Patricia a réagi comme on réagit quand on ressent un droit usurpé. Elle a nié, puis elle a accusé, puis elle a essayé d'effacer en criant ce qui avait été fait. À un moment, elle a dit « Je fais ce que toute mère ferait. Je protège ma fille. » Sa voix portait la logique d'une génération pour qui protection rimait avec domination. Rachel a tenté de poser des limites avec sa propre mère, et c'est là que la fracture s'est faite la plus nette. Patricia l'a reniée publiquement, la traitant de faible, d'ingrate, d'irresponsable. J'ai vu ma mère se recroqueviller, incapable de tenir tête à la femme qui, depuis toujours, avait été la source de son besoin d'approbation. C'est dans ce fracas que j'ai commencé à chercher des réponses ailleurs, dans nos archives personnelles. J'ai fouillé des cartons, des boîtes scellées, des albums photos. J'ai ouvert des enveloppes jaunies qui sentaient la poussière et la vieille encre. Et c'est là que j'ai trouvé, cachée au fond d'un tiroir de la commode de Patricia, une enveloppe à mon nom, ou plutôt à mon prénom, accompagnée d'une annotation. Pour toi, un jour, à l'intérieur, une lettre. Elle était décrite à la main.
La plume d'une femme dont l'écriture se contracte et se déploie selon l'émotion du moment. Je dois être clair, la partie qui suit est fondée sur un document que j'ai découvert dans nos affaires familiales. Ce que je raconte maintenant s'appuie sur cette lettre. Je la lisais, parfois en même temps que je me demandais si la vérité qu'elle contenait me libérerait ou m'enchaînerait davantage. La lettre commençait par une confession que je ne peux reproduire mot pour mot ici, mais je vais en restituer l'esprit. Ma grand-mère y parlait d'un choix impossible fait des années auparavant. Elle expliquait comment, jeune femme, elle avait été placée devant une décision qui n'avait rien d'idéal. Pour protéger un enfant, pour garder une famille soudée, pour prévenir une onde sociale, elle avait cédé des droits, signé des choses qu'on lui avait présentées comme des formalités. Et quelques années plus tard, cette concession avait creusé un sillon dans lequel d'autres, plus tard, avaient glissé sans le voir. Elle décrivait la peur d'être abandonnée, la pression d'une mère qui disait toujours « Nous avons tenu ensemble, nous devons tenir pour les enfants ». Elle utilisait ce ton de justification qu'ont ceux qui cherchent à expliquer ce qu'ils ont fait pour survivre. La lecture de ces lignes a produit un double mouvement en moi. D'un côté, une incandescence de colère, parce que ces concessions avaient normalisé l'idée que perdre une part de soi au nom de la protection était acceptable. De l'autre, une compassion sauvage pour cette femme qui, dans sa génération, n'avait peut-être pas eu d'autre choix que de choisir. Le mot « impossible » revenait souvent dans ces phrases. Choix impossible entre la honte et la sécurité, entre l'honnêteté et la paix apparente. Elle avouait ne pas être fière, mais affirmait qu'à l'époque, elle avait cru faire le bien. Ce que cette lettre mettait en lumière, et que j'ai commencé à comprendre avec horreur, c'est que la dynamique s'était transmise. Les gestes de ma grand-mère étaient devenus des habitudes invisibles, des chemins déjà tracés que quelqu'un d'autre, plus tard, marcherait sans trop se demander pourquoi. Patricia, qui aujourd'hui criait plus fort que quiconque pour protéger sa fille, avait en elle les traces de cette même logique. Protéger à tout prix, même si cela exigeait de tordre la vérité. Mon père et ma mère, pris dans cette toile, avaient appris à vivre avec des frontières floues. Et moi, grand tauquin, j'avais porté les conséquences sans le savoir. Je me souviens d'un passage de la lettre où ma grand-mère, d'une écriture plus tremblante, mentionnait une formule qui revenait souvent dans la bouche des adultes de sa génération. Les enfants doivent être tenus à l'abri des décisions des adultes. Cette phrase sonnait aujourd'hui comme une excuse trop vite prononcée. Les enfants grandissent au milieu des décisions des adultes. Ils enregistrent, ils reproduisent, ils transmettent. Je relisais la lettre à la lumière du babyphone. Le souffle d'Emma, la petite, m'a rappelé que les décisions prises par ma mère et par ma grand-mère n'étaient pas seulement historiques. Elles étaient actuelles. Elles avaient une trace vivante dans notre foyer. Les responsabilités financières, les choix de possession, les efforts faits pour légitimer une présence sur un acte, tout cela se mêlait à la vulnérabilité la plus élémentaire, la nécessité pour un enfant de savoir que sa maison ne peut pas être effacée par un mensonge. C'est à ce moment précis que la portée intergénérationnelle est devenue réelle pour moi. Ce n'était plus une théorie de livre, c'était une suite de gestes enregistrés dans des lettres, des procédures bancaires, une liste de mensonges griffonnés par ma mère. J'ai senti la ligne qui reliait 3 générations se tendre comme une corde. Et au bout de cette corde, il y avait d'un côté la possibilité d'une rupture irréparable, et de l'autre, la possibilité d'une réparation qui demanderait non pas des mots, mais des actes. En refermant la lettre, je me suis rendu compte d'une chose. Ce que j'avais entre les mains n'était ni un jugement, ni une condamnation. C'était un héritage. Un héritage composé de protections mal formulées, de peur, de loyauté mal placée, et d'un amour qui parfois se trompe de moyens. Et dans ce constat, il y avait une responsabilité nouvelle. Comment porter cet héritage sans le perpétuer? J'étais arrêté devant ces pages, sachant que les prochaines étapes impliqueraient des conversations que je redoutais. Devrait-on confronter Patricia avec ces mots écrits de sa main? Devrait-on laisser Rachel poursuivre sa thérapie en silence, loin des reproches? Comment Daniel pourrait-il reconstruire une sécurité qui n'était pas seulement juridique, mais aussi émotionnelle? Les réponses ne s'offraient pas, elles se construiraient, avec lenteur, par des décisions prises pas à pas. Ce soir-là, le silence est retombé sur la maison comme une épaisseur qui pèse. J'ai pris la lettre, je l'ai rangée dans ma poche, et pour la première fois depuis l'incident, j'ai eu peur de ce qu'on appellerait vérité. Elle promettait la clarté, certes, mais elle portait aussi le risque de tout emporter avec elle. J'ai senti la tension monter à nouveau. Dire ou taire. Exposer ce qui avait été écrit, briser le confort de l'omerta familiale, ou refermer la boîte pour éviter une guerre certaine.
Mes mains se sont crispées autour du papier que Patricia avait voulu que je garde pour un jour. Ce jour était arrivé, mais le prix de l'ouverture me semblait soudain très élevé. La pluie continuait. Le babyphone sifflait de temps à autre, amplifiant la respiration des mains. Dans la maison, les pièces semblaient s'éloigner les unes des autres, comme si nos vies se dissociaient en îlots séparés par des ravins de mots non dits. Je sentais, au fond de moi, la nécessité d'agir, mais aussi le besoin de choisir la manière la plus juste d'agir. La lettre était un phare et un piège. Elle éclairait le chemin, mais elle découvrait aussi des zones où le sol était fragile. Je me suis assis à la table de cuisine, la lettre devant moi, une tasse de café tiède, que je n'ai pas touchée. Les premières décisions se dessinaient déjà dans ma tête, mais je savais qu'elles exigeraient plus que du courage. Elles demanderaient du discernement, des garanties et l'accompagnement de professionnels. Si nous allions plus loin sur le terrain légal, nous aurions besoin d'un conseil, d'un avocat pour expliquer les conséquences d'une tentative d'ajout de nom sur un titre sans consentement. Si nous cherchions une réparation émotionnelle, nous devions nous engager dans la thérapie. Mais au-delà de ces précautions, il y avait une question plus intime. Comment réparer la confiance quand elle a été transformée en marchandise ? Je me suis levé, lentement, la lettre dans la poche, comme un éclat chaud. Quelque part, dans les jours à venir, j'aurais à montrer ce que j'avais trouvé, à décider si je laissais la vérité agir comme une lumière guérisseuse ou comme une brûlure qui consume. Et tandis que je franchissais l'entrée, j'ai entendu une nouvelle fois la respiration d'Emma, tranquille, indifférente aux enjeux d'adulte. Ce bruit simple et régulier m'a rappelé pourquoi il fallait essayer. Parce que les générations qui viennent méritent mieux que les compromis honteux d'hier. La maison était immobile, mais la roue avait été lancée. J'ai fermé la porte derrière moi et, en bas, au coin de la rue, j'ai vu la voiture de Marcus qui s'arrêtait pour venir me voir. La conversation allait être difficile, les nuits aussi. Et c'est dans ce point précis que ma voix se coupe un instant, parce que ce que j'allais faire ensuite, confronter, protéger, dénoncer, pardonner, demandait une stratégie, de la patience et une force que je ne savais pas encore si j'avais. Les choses n'étaient plus seulement à réparer, elles demandaient une reconstruction, génération après génération, à partir de choix difficiles. Marcus est arrivé sans frapper, comme il a toujours fait quand quelque chose de sérieux se profile. La voiture qui s'arrête, la porte qui claque, et lui déjà dans l'embrasure, prêt à mesurer la pièce d'un regard. Il avait ce mélange de colère contenue et de calme pratique, qui rassure et met la réalité en place. Je lui ai tendu la lettre avant qu'il ait le temps de poser une question. Il l'a lue, d'une traite, les sourcils qui se plissaient, puis il a soufflé longuement. « Tu as fait ce qu'il fallait en la gardant sur toi », a-t-il dit enfin. « Mais on ne mettra pas le feu avec ça. On va la montrer, oui, mais quand il faudra. Pas maintenant, pas comme une arme. » Sa phrase m'a rappelé la prudence qu'il m'avait imposée toute ma vie. Documente, pense, ne laisse pas l'instinct te brûler la main. Nous avons convenu qu'il fallait agir selon une stratégie en 2 temps. Protéger ce qui est immédiatement menacé, la propriété, la sécurité d'Emma, et ensuite confronter, mais dans le cadre le plus encadré possible. Nous ne devions pas laisser l'émotion guider la procédure au point de perdre ce que nous essayons de sauver. Le lendemain, nous sommes allés à la banque. Jennifer Chen nous a reçus dans une petite salle vitrée, un carnet devant elle où elle prenait des notes d'une écriture méthodique. Elle avait été celle qui, au téléphone, le jour de l'incident, avait signalé la tentative d'ajout au dossier. En la regardant, je me suis dit que l'ordinaire des gens qui tiennent le système, agents, assistants, greffiers, se révèle parfois plus décisif que les grands discours. Elle a confirmé ce que nous savions. La demande d'ajout avait bien été initiée, accompagnée d'une copie de pièce d'identité et d'une signature qui, sur son visage, ne paraissait pas manifestement fausse, mais qui juridiquement n'avait aucune valeur s'il n'y aurait pas confirmation du titulaire. Nous pouvons geler toute modification, a-t-elle expliqué d'un ton professionnel, et proposer un coffre ou coffre-fort sécurisé pour l'acte original. Mais pour toute procédure impliquant un changement de titulaire, l'autorisation écrite du titulaire est nécessaire. Et pour aller plus loin, je vous conseille de consulter votre avocat. Elle a noté les coordonnées d'un conseiller juridique que plusieurs clients utilisaient, précisant, avec une diplomatie polie, que la banque ne fournit pas de conseils juridiques, seulement des outils de protection documentaire. Elle nous a proposé de mettre l'acte dans un coffre de sécurité, accessible uniquement sur présentation de documents. Elle nous a aussi donné la piste d'un blocage administratif supplémentaire possible le temps qu'une procédure soit clarifiée. C'était concret, simple, administratif, mais suffisant pour empêcher une usurpation accélérée. Nous avons suivi ses conseils. L'acte est allé dans un coffre bancaire, la clé dans une enveloppe scellée que Marcus a proposé de garder temporairement. J'ai senti un poids se lever, non pas parce que tout était réglé, mais parce que la maison avait, pour un instant, retrouvé un geste de protection concret qui la reliait moins à des paroles qu'à des faits. Après la banque, Marcus, Daniel et moi avons rencontré un avocat, pas pour entamer une guerre, mais pour comprendre nos options. L'avocat a expliqué les implications légales d'une tentative d'ajout de signataire,
possibilité de plainte pour tentative de fraude, nécessité de prouver l'absence de consentement et surtout l'importance de préserver intact le dossier. Il a insisté sur une chose que nous savions déjà, mais qui mérite d'être dite. Toute action en justice demande des preuves et un objectif clair. Il a aussi conseillé la médiation familiale quand il y avait, comme ici, des enjeux de cohabitation et d'enfants. Il est resté ferme sur le point suivant. Je ne peux pas garantir un résultat. Je peux, en revanche, vous aider à vous placer dans la meilleure position possible. Ces mots étaient un rappel utile. Il n'y a pas de raccourci légal pour réparer une confiance brisée. De retour à la maison, les fils pratico-administratifs avaient été noués, mais la tension humaine restait à résoudre. Nous avons décidé, à l'unisson, de ne pas surprendre Patricia avec la lettre. Nous ne voulions pas transformer un aveu de l'histoire familiale en projectile. Nous avons choisi de d'abord utiliser la lettre comme outil de compréhension dans le cadre thérapeutique. Dr Sarah Martinez a alors semblé la personne la plus appropriée pour encadrer la suite. Marcus a pris un rendez-vous. Il a dit « Si on expose cela sans un cadre, on va s'entretuer. S'il faut faire tomber des armures, il faut le faire dans une pièce où il y a un téléphone d'urgence et des règles. » La première séance de groupe, quelques jours plus tard, a été une épreuve. Dr Sarah a ouvert la salle avec une douceur ferme. Elle a posé la lettre sur la table, sans la brandir comme une preuve à clouer. Elle a expliqué qu'elle la considérerait comme un document historique, permettant d'entrer dans les dynamiques, mais non comme une condamnation automatique. « Nous travaillons sur les actes présents », a-t-elle dit. « L'histoire explique, elle n'excuse pas. Et nous nommons une chose, violence financière. Ce n'est pas un mot lâché pour blesser, c'est une description de ce qui s'est passé. » Rachel, qui avait été logée chez sa mère depuis l'incident, est arrivée avec les yeux rouges, plus fatiguée que je ne l'avais jamais vue. Elle tenait son carnet, celui dans lequel elle avait écrit la liste des mensonges, comme si cet objet pouvait être une boussole. Quand elle a parlé, sa voix a d'abord été un fil cassé, puis s'est renforcée. Elle a lu à voix haute quelques passages de sa liste, et entendre cette énumération, sèche comme une injonction, m'a fait serrer les poings et pleurer en silence. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle a expliqué la mécanique de sa peur. Ma mère me regardait comme si je n'existais pas autrement qu'avec un certain statut, a-t-elle dit. J'ai cru, dans ma tête malade, que si je mettais mon nom quelque part, je figerais ma place. Dr Sarah a parlé alors de cycle. Les actes de la génération précédente deviennent le climat de la suivante. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une logique qu'il faut nommer pour la briser. Elle nous a donné des devoirs tangibles, une période de transparence financière de 6 mois, des réunions hebdomadaires où Daniel et Rachel noteraient ensemble toute décision financière dépassant un seuil convenu, et l'obligation pour Rachel de couper toute démarche financière sans en parler au préalable avec Daniel. Elle a aussi demandé un travail individuel pour Rachel. Identifier les moments d'enfance où l'approbation s'est greffée sur l'estime de soi, des exercices d'affirmation et un plan pour apprendre la gestion pratique des comptes, afin que la peur d'être exclu ne passe plus par la tentative de s'approprier des titres. Ces devoirs n'étaient pas des punitions, c'étaient des garde-fous. Il rendait visible le chemin de réparation. Mais établir des règles, c'est une chose, les suivre en est une autre. La confrontation avec Patricia n'a pas eu lieu immédiatement. Nous avons d'abord demandé à Dr Sarah de préparer une rencontre encadrée. Patricia est venue sur la défensive, comme on vient à un tribunal où l'on sait qu'on sera jugé. Elle a crié d'abord, puis a tenté de déplacer la responsabilité. « Je fais ce que toute mère ferait », s'est-elle exclamée. « Elle était ma fille, je la défendais. » Mais nous avions cette fois la lettre dans la manche, non pas comme une arme, mais comme un miroir. Quand Marcus a posé la question simple « Ta mère, que disait-elle sur la protection ?» Patricia a semblé vaciller. La lettre, lue par fragments par Dr Sarah, disait quelque chose de terrible et de reconnaissable, qu'on pouvait légitimer le sacrifice de soi au nom de la sécurité, que l'acceptation de petites pertes programmées s'appelait parfois tenir la famille. Je me souviens du visage de Patricia pendant la lecture, d'abord fermé comme une porte, puis fissuré, et enfin, pour un bref instant, traversé par le vertige de la reconnaissance. Elle a dit ensuite, d'une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, « J'ai toujours pensé que si je ne contrôlais pas, la vie avalerait Rachel. » Il y avait là, pour la première fois, un aveu qui n'était pas habillé d'invective. Mais l'aveu n'a pas immédiatement produit le changement. Patricia a ensuite retroussé ses manches pour nier sa responsabilité concrète dans la tentative d'ajout au titre. Elle a dit qu'elle n'avait jamais signé quoi que ce soit, puis, quelques minutes plus tard, qu'elle avait peut-être poussé Rachel de mots, d'encouragement mal placés. La complexité est restée. Oui, il y avait une dynamique héritée. Oui, elle avait été complice culturelle. Mais faire croire que cela suffit pour disculper l'acte précis était une autre affaire. La séance s'est terminée sans apaisement total. Dr Sarah a proposé une sanction relationnelle claire. Pendant 3 mois, Patricia serait exclue de toute discussion financière et ses visites seraient limitées à des rencontres supervisées si elle ne respectait pas le cadre établi. La proposition a été difficile, mais elle a paru proportionnée. Nous ne cherchions pas à punir une femme âgée. Nous voulions protéger une maison, un enfant, une volonté de changer. Les jours qui ont suivi ont été une suite de petits actes qui avaient l'air banals, mais qui pour nous s'ancraient dans la réalité.
Rachel a annulé toute démarche administrative en suspens. Elle a contacté la banque pour confirmer qu'elle ne ferait plus aucune tentative d'ajout et elle a remis par écrit, devant témoins, sa reconnaissance de la gravité de ses actes. Daniel, qui n'aimait pas les grands discours, a établi une règle ferme. Toute décision financière commune serait discutée et consignée. Ils ont ouvert un compte commun avec accès contrôlé, et l'acte original, lui, est demeuré dans le coffre. Ce ne sont pas des gestes héroïques, ce sont des gestes répétitifs de fiabilité. La vraie difficulté, cependant, n'a pas été administrative, c'était la confiance. Les premières semaines, Rachel a voulu revenir à la maison. Elle est revenue une nuit, silencieuse, portant une petite boîte de biscuits comme si cela pouvait sceller un pardon. Daniel l'a laissée dormir sur le canapé. Ils ont accepté de ne pas se précipiter vers le lit conjugal. Des chambres séparées ont été instaurées comme mesure transitoire. Il y avait dans cette décision une douleur tranquille. Elle signifiait que l'intimité se gagne et se mérite, qu'être proche exige une histoire de preuve plus longue que la spontanéité d'un dîner. Le bébéphone, qui avait été une présence neutre lors de la scène initiale, est devenu un témoin obstiné de notre travail. J'écoutais parfois la nuit la respiration d'Emma, et j'ai compris que ce petit souffle était la meilleure balise morale du foyer. La présence d'un enfant impose le travail, impose la patience. Daniel a dit un soir, en regardant l'obscurité, « Ce que je veux, ce n'est pas de gagner un bras de fer, c'est que notre fille apprenne comment on s'arrange quand on casse quelque chose. » Cette phrase, simple, nous a tous ramenés sur le terrain humain plutôt que juridique. Le chemin n'a pas été rectiligne. Il y a eu des rechutes, un message public de Patricia, un commentaire malheureux dans le voisinage, une tentative de Rachel de demander à une cousine de l'aider en dehors de notre système. Chaque fois, nous avons mis en commun la même réaction. Transparence, documentation et une réunion familiale avec Dr Sarah. C'était épuisant, mais c'était le prix de la reconstruction. Nous avions échafaudé des procédures comme on édifie un pont, pas pour empêcher les tempêtes, mais pour survivre à elles. Au fil des mois, j'ai vu Rachel changer d'une manière que je ne pourrais pas entièrement réduire en phrases. Elle a pris des cours de gestion budgétaire, non pour prouver quelque chose à Daniel, mais pour apprendre à faire des choix financièrement autonomes. Elle a commencé à écrire des lettres à sa mère, des lettres brèves, fermées, et envoyées lui d'abord par Dr Sarah, où elle exprimait ses limites. À chaque pas, elle devenait moins la fille en quête d'approbation que je connaissais, et plus une femme capable de dire non. Ce n'était pas spectaculaire, c'était persistant. Patricia, quant à elle, a alterné entre rejet et lueur de reconnaissance. À un moment, après une séance particulièrement tendue, elle a approché la lettre de sa propre mère, l'a lue, puis a murmuré « Je n'ai pas su mieux ». Ce bref aveu contenait la complexité de l'héritage. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre. Comprendre ouvre parfois une porte à la responsabilité. Pas toujours immédiatement, mais parfois. Pour nous, cela a suffi pour déterminer que Patricia devrait rester sous condition. Rencontre limitée, pas d'accès aux discussions de gestion et, surtout, la reconnaissance que la protection ne peut pas se transformer en contrôle. Un moment qui m'a marqué est survenu lors d'une séance où Dr Sarah a demandé à chacun d'exprimer ce que « sécurité » signifiait pour eux et guérir à la fois. Après ce travail, Dr Sarah nous a proposé un rituel, signer un document familial de principe. Ce document n'avait aucune valeur juridique, c'était une promesse. Il énumérait des engagements simples, transparence financière, respect des limites intergénérationnelles, recours prioritaire à la médiation et protection absolue de l'enfant contre toute décision qui la mettrait en jeu. Nous l'avons tous signé, chacun à notre manière, comme en scelle une volonté commune. Il serait malhonnête de dire que ça a tout réglé. La colère de Daniel est revenue à certains moments, un SMS rageur de Patricia, une tentative de manipulation émotionnelle par la voix maternelle, un commentaire rappelant des vieux travers. Et Rachel a connu des jours de faiblesse, où l'ancienne logique, celle de gagner l'approbation par des actes extérieurs, revenait comme une habitude ancienne. Mais la différence, cette fois, était que nous avions un cadre. Dr Sarah, Marcus, des preuves, des règles. Chaque fois qu'une situation menaçait de s'emballer, nous avions une procédure à suivre. La violence financière était nommée, documentée et traitée comme ce qu'elle est. Non pas un caprice, mais une faute qui demande réparation et apprentissage. Avec le temps, les gestes ont commencé à parler plus fort que les discours. Daniel a commencé à inviter Rachel à vérifier ensemble les relevés chaque semaine. Elle y allait, parfois tête baissée, parfois attentive. Elle a montré des progrès concrets. Arrêter de consulter en cachette des sites de modification de dossiers administration, supprimer des mails compromettants, et surtout, s'excuser publiquement devant moi et Marcus lors d'une soirée où nous avons mis les choses à plat. Ce n'était pas un grand moment hollywoodien, c'était un dîner lent, des mots posés, un pardon donné sans euphorie, mais sincère. Emma, qui n'était qu'une filigrane au début, a progressivement été placée au centre de nos décisions. Nous avons imaginé et mis en pratique des rituels de sécurité adaptés aux enfants, une petite boîte où sont gardés les documents importants, un rendez-vous annuel où nous lui expliquons à son âge son lieu de vie, et surtout, une éducation à l'honnêteté au sein du foyer. Daniel a souvent dit, avec un sourire fatigué, qu'il ne voulait pas que sa fille mémorise des arrangements honteux, mais des principes. Dire la vérité, assumer ses actes, demander de l'aide rend d'agir. Pendant ce temps,
La lettre de ma grand-mère est restée un point d'ancrage et un avertissement. Je l'ai relue à plusieurs reprises. Elle m'a rappelé que chaque génération porte les stigmates de la précédente, et que nommer les schémas est la première étincelle pour les interrompre. Je ne l'ai jamais utilisée pour justifier une faute présente. Je l'ai utilisée pour expliquer, comprendre et décider de ne pas reproduire. Les mois ont fait leur œuvre. Les procédures administratives ont été bouclées. La banque a confirmé par écrit qu'aucune modification n'avait été opérée et que l'acte était en sécurité. L'avocat nous a conseillé sur les options possibles si une action ultérieure était initiée, mais nous avons choisi la voie de la réparation avant l'affrontement. C'était un choix politique, moral et personnel. La priorité était la préservation de l'enfant et la reconstruction du couple, si cela était possible. Un soir d'automne, 1 an après l'appel de police, Rachel et Daniel se sont assis, côte à côte, sur le canapé du salon. Il y avait entre eux une tension mesurée, moins de feu follet, plus d'attention. Ils avaient convenu d'un plan, des rencontres hebdomadaires avec Dr Sarah, un budget qu'ils établiraient ensemble à la fin de chaque mois et des limites claires avec Patricia. Daniel a regardé Rachel et a dit « Je ne sais pas si on aura tout récupéré, mais je veux que notre fille sache que nous avons essayé. » Rachel a répliqué, la voix cassée mais ferme « Je veux que tu saches que je veux apprendre à être fiable, pas pour toi, mais pour elle aussi. » Je suis intervenu alors, parce que j'avais quelque chose à dire depuis la découverte de la lettre. J'ai lu ce que ma grand-mère a écrit, elle appelait son choix impossible. Et je crois que c'est ça le nœud. Ces choix ont été faits dans la peur. Mais on ne doit pas transmettre la peur comme une tradition. On peut transmettre autre chose. Ils m'ont regardé, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une sérénité fragile. Non pas la tranquillité naïve, mais celle des gens qui savent qu'ils ont choisi de travailler. Que reste-t-il finalement de cette histoire? Le point le plus dur à dire est aussi le plus simple. La vérité coûte. Elle coûte en humiliation, en confrontation, en nuit sans sommeil. Mais elle coûte aussi moins que le mensonge prolongé, qui finit, comme nous l'avons observé, par menacer ceux qu'il prétend protéger. La lettre de ma grand-mère m'a aidé à le voir. Le mensonge peut sembler une protection, mais il creuse sa propre tombe. Je veux être clair sur ce qu'il ne faut pas attendre de ce récit. Je n'offre pas de recette juridique universelle. Si vous êtes dans une situation où un document de propriété ou une manipulation financière est en jeu, parlez à un avocat. Chaque cas est particulier. Ce que je raconte ici, ce sont des choix humains. Bloquer l'acte dans un coffre, consulter la banque, documenter, demander un avis juridique, ouvrir un espace thérapeutique et poser des limites. Ces gestes nous ont permis de reprendre pied, mais ils ne garantissent rien à quiconque. Ils ont pour nous constitué une voie vers une possible réparation. Les leçons que je retienne sont multiples mais simples. Nommer la violence financière pour ce qu'elle est aide à la traiter. Protéger les enfants implique parfois d'accepter des décisions difficiles. Les archives familiales, lettres, journaux, peuvent expliquer sans excuser, et comprendre ne signifie pas cautionner. Surtout, j'ai appris que l'approbation extérieure peut devenir un poison silencieux. Quand votre estime se construit sur l'image que d'autres ont de vous, vous êtes vulnérable. L'inverse est long à bâtir, mais il vaut l'effort. Aujourd'hui, la maison respire différemment. Il y a encore des silences qui pèsent, des jours où la blessure se sent comme une cicatrice qui gratte. Mais il y a aussi des matins où Emma joue, libre, sans craindre d'être la preuve de quoi que ce soit. Rachel rit parfois de choses petites, sans chercher à être aimée par les regards. Daniel travaille, non pour revendiquer un droit, mais pour être présent. Patricia continue d'exister dans nos vies, mais à distance respectueuse, parfois pleine de remords, parfois indignée. Et moi, je continue à relire la lettre de ma grand-mère comme une carte qui montre des sentiers à éviter. La fin n'est pas une fin ici, c'est un choix permanent. Nous avons choisi, difficilement, à main tremblante, de ne pas reprendre le sillon des compromis honteux. Mais je sais que demain peut apporter un nouveau test, une nouvelle tentation. C'est pourquoi il faut des institutions, des preuves, des aides professionnelles et des rituels de responsabilité. Le choix impossible de ma grand-mère a été un révélateur. Il nous a offert l'occasion de voir le schéma et, pour la première fois, d'essayer de le briser consciemment. Si cette histoire vous touche, si vous avez vécu une situation où la vérité a tout changé dans votre famille, écrivez-moi dans les commentaires. Partagez, anonymement si vous préférez, une expérience où un mensonge a remis en question ce que vous pensiez être chez vous. Raconter aide à nommer et à ne pas reproduire. Et si vous êtes dans une situation juridique délicate, cherchez un professionnel qualifié. Un avocat vous dira quelles démarches sont pertinentes dans votre contexte. Ce que je garde en dernier souvenir, c'est la respiration des mains sur le babyphone, calme comme un phare.
Je sais maintenant pourquoi j'ai tenu la lettre dans ma poche cette nuit-là. Ce n'était pas pour la brandir comme une condamnation, c'était pour qu'elle nous rappelle ce que nous étions en train de choisir pour l'avenir. Partager cela avec vous est, pour moi, une manière de rendre ce silence vivant, de dire que les choix impossibles peuvent être entendus, affrontés et parfois transformés.